Notre histoire, l'histoire de Skylander, elle commence en 1977. 1977, c'est l'année où Elvis Presley meurt. 1977, c'est aussi l'année où Telephone commence à se faire connaître avec des chansons comme Megaphone, mais c'est aussi et surtout l'année où sort l'Atari 2600. L'Atari 2600, en gros, c'est une console qui permet de passer de ça à ça. L'Atari 2600, c'est la console qui a démocratisé le fait de jouer chez soi plutôt que dans des salles d'arcade. C'est techniquement pas la première console avec des cartouches, mais c'est celle qui les a rendus populaires. L'Atari 2600, c'est des jeux comme ça, ou encore ça, qui sont à chaque fois édités par Atari et par personne d'autre. Justement, Space Invader, c'est plus de 100 millions de dollars rien que pour Atari, mais c'est seulement 11 000 dollars pour son créateur. Ça fait peu pour un homme qui a travaillé seul sur un jeu qui est l'un des jeux les plus connus de tous les temps. Autre info, lui et tous les autres programmeurs d'Atari, ils étaient même pas mentionnés dans les crédits des jeux qui sortaient sur la console, comme il y en avait juste pas des crédits. Aujourd'hui, ça paraît normal que quand tu bosses pour un jeu, à la fin de celui-ci, il y a marqué ton nom au milieu de plein d'autres. En 1979, ça marchait pas comme ça, en tout cas pas chez Atari. Du coup, j'imagine que t'as compris, mais ça a énervé un peu tous les développeurs d'Atari. Ça les énervait tellement qu'en 1979, 4 programmeurs qu'on appelle le Gang of Four, désolé pour mon accent anglais, et un ancien PDG d'une entreprise de musique, ils vont dire qu'ils vont régler ces deux problèmes, donc les crédits et la rémunération, et grâce à leur solution, ils vont révolutionner le monde du jeu vidéo tout en codant des jeux depuis un garage. Nos 4 programmeurs, qui s'appellent David Crane, Larry Camplan, Alan Miller et Bob Whitehead, plus l'ancien PDG, donc Jim Levy, ils vont se rencontrer pour la première fois chez Jim autour d'un barbecue. 4 programmeurs, ils parlent un peu avec Jim, et ils se rendent compte que ce mec, ça pourrait bien être cet associé dont ils avaient besoin pour financer et lancer leur entreprise. Du coup, 1er octobre 1979, Activision naît, et c'est le début d'une nouvelle vie pour nos 5 passionnés. Petite pique à leur ancien employeur, Activision s'appelle comme ça pour être devant Atari dans l'ordre alphabétique. Comme toutes les entreprises qui ont révolutionné le monde et qui valent des milliards aujourd'hui, Activision ça commence dans un garage. Ce garage il va donner des jeux comme Fishing Derby, Boxing ou même encore Skyrim. Bref, comme les 4 développeurs ils le voulaient, Activision c'est la première entreprise à produire des jeux pour une console sans être elle-même la société qui fait cette console. Activision ça marche ultra bien au début parce qu'ils ont des idées de génie. C'est la première boîte de jeux vidéo à mettre des captures d'écran du jeu sur les jaquettes qu'ils vendent. Tout le reste de l'industrie fonctionne avec des représentations faites par des artistes. En plus, les boîtes des jeux Activision sont ultra colorées, donc ça aide à attirer l'œil. Du coup, si t'habitais aux États-Unis dans les années 80 et que tu voyais dans ton petit magasin de jeux vidéo une boîte toute colorée et avec un screen sur son dos, t'étais tombé sur un jeu d'Activision. Bref, grâce à ces deux idées et grâce à quelques idées qui marchent très bien comme Pitfall ou encore Tony Hawk Pro Skater, Activision, ça grossit, mais ça grossit genre vraiment beaucoup. En 2005, Activision c'est genre juste le deuxième plus gros éditeur de jeux du monde derrière EA. Activision c'est tellement gros qu'ils vont se mettre à racheter plein d'autres boîtes pour devenir encore plus gros. En 1997, ils rachètent Raven Software, en 2001, ils rachètent les gars de Treyarch, en 2003, ils rachètent Infinity Ward, les gars derrière l'horrible Infinite Warfare, et 2 ans après Infinity Ward, Activision finalise l'acquisition de Toy for Bob. Toys for Bob, c'est une petite entreprise fondée en 1989 que j'adore, mais genre vraiment. Toys for Bob, c'est une entreprise que j'adore parce que c'est un petit groupe de développeurs soudés et qui sont passionnés. C'est une sorte de petite famille qui s'aide entre eux et qui essaye de développer les meilleurs jeux possibles pour leurs joueurs. Toys for Bob, c'est une entreprise avec des bateaux en forme de bateaux pirates ou sur le thème de Tahiti parce que, pourquoi pas, ils sont sous la direction d'une des plus grosses boîtes du monde tout en gardant la taille et l'ambiance d'un studio de jeux indé. Quand Toys for Bob s'est racheté par le géant qu'est Activision, la boîte est toute petite. Ils surfent sur le succès de Madagascar, leur dernier jeu, mais Activision a d'autres idées pour eux. Avant d'être le personnage principal de Skylander et un des personnages phares de Toys for Bob, Spyro c'est tout d'abord le personnage principal de Spyro the Dragon, sorti en 1998. Le premier Spyro c'est un jeu de plateforme, comme presque tous les jeux Spyro d'ailleurs. Il se vend ultra bien, 5 millions d'exemplaires, qui était exceptionnel en 1998. En plus, son moteur 3D qui permet d'avoir des niveaux en monde vert, il est salué par toute la presse spécialisée. 2 autres jeux, Spyro 2 et Spyro l'année du dragon, sortent aussi sur la PS1. Les jeux ils se vendent plutôt bien, et ils sont comme Spyro 1, acclamés par tout le monde du jeu vidéo. Notre mascotte, elle est jusqu'à son 2e anniversaire une exclusivité de Sony, avant d'envahir l'ensemble des consoles de ce monde à partir de 2001. En 2002 et en 2004, 2 jeux Spyro sortent, mais ils bident complètement, et du coup Spyro perd un peu de sa popularité. 3 reboots sortent de 2006 à 2008, afin d'essayer de relancer Spyro, et ils se vendent plutôt bien. Avec la fusion de Vivendi Games, la division gaming du gigantesque groupe français fondé par Napoléon III, Activision récupère de nombreuses franchises, dont Spyro. Du coup, quand le gigantesque Activision propose au petit groupe de potes de Toys for Bob de choisir une franchise de Vivendi pour la faire renaître, ils choisissent sans même hésiter Spyro. L'idée de base, c'est de développer un jeu sombre avec du sang, qui se serait appelé Spyro's Kingdom, mais ils abandonnent vite l'idée car les employés trouvent que ça correspond pas à l'image toute mignonne que les gens avaient de Spyro. Vers juin 2008, il y a un employé de la boîte qui propose l'idée de mélanger des jouets avec un jeu vidéo. L'idée elle est tellement bizarre pour ses collègues qui décident de tous la soutenir. C'est comme ça que l'idée de Skylander va naître. Pour proposer l'idée à Activision, qui est entre autres une boîte réputée pour ne pas prendre de décisions risquées,
bloquer, les gars de Toys for Bob, qui savent justement que leur idée est révolutionnaire et donc risquée, ils ont un plan. Le lead character artiste de l'entreprise, donc celui qui dirige la création des personnages, Yi-Wei Wang, il va décider d'utiliser son temps libre pour construire des prototypes de Skylanders en argile et un portail qui fonctionne. Grâce à ça, Toys for Bob ils vont convaincre Activision de les suivre et Activision va même les soutenir beaucoup plus que ce que Toys for Bob avait prévu. Pendant un an, les développeurs ils vont travailler jour et nuit pour produire ce qui est selon moi un joyau du jeu vidéo, Skylander Spyro's Adventure. La sortie du premier Skylander, je m'en rappelle comme si c'était hier. Bon, en vrai j'avais 5 ans donc j'ai aucun souvenir de la sortie, mais je me rappelle parfaitement toutes les journées que j'ai passées à y jouer. Bon déjà, au cas où tu vivais dans une grotte entre 2011 et 2012, Skylander c'est quoi? Skylander c'est des jeux d'action, d'aventure, pas forcément exceptionnels mais qui sont cultes. T'achètes le jeu dans un pack à 70€ et avec la cartouche on te donne un portail et 3 figurines, ces figurines qui s'appellent donc des Skylanders. Il te suffit de lancer le jeu puis de poser ta figurine sur le portail pour qu'elle apparaisse dans le jeu et fin du concept. Bien entendu, t'as des dizaines et des dizaines de figurines différentes avec toutes des pouvoirs, des designs ou même des matériaux différents afin que tu dépenses l'intégralité de ton salaire dedans, et le jeu t'oblige aussi parfois à en acheter un certain nombre pour pouvoir débloquer certaines zones du jeu. Donc Skylander c'est des jeux qui peuvent vite te revenir très cher, mais c'est ultra satisfaisant de poser ta figurine sur le portail et de la voir apparaître dans ta télé. Bref, quand il sort, le premier jeu il est apprécié par tout le monde. IGN lui donne une note de 8 sur 10, GameSpot un 7,5. Faut bien se rendre compte que quand le premier Skylander sort, c'est un raz-de-marée. Le jeu est le jeu vidéo pour enfants le mieux vendu de l'année, et même Activision ne s'attendait pas à d'aussi bonnes ventes. Le jeu est simple, pas forcément beau pour l'époque, mais comme les joueurs ont entre 5 et 10 ans, ils s'en rendent même pas compte, et il est drôle à jouer. Les figurines sur lesquelles le jeu se base, elles se vendent comme des petits pains, et Skylander ça devient le sujet dont tout le monde parle. Faites le test, demandez à vos potes, si vous avez 16-18 ans, il y en aura au moins un qui aura joué ou qui au moins connaîtra de nom Skylander. Le jeu il se vend tellement bien que 2 mois seulement après sa sortie, un jeu Flash, Spyro's Universe, sort. J'avais pas de PC à l'époque, donc j'y ai jamais joué, mais c'était un jeu où tu créais ton île et tu pouvais visiter celle de tes amis. Les gens s'en rappellent pas forcément aujourd'hui pour la plupart, mais à l'époque ça marchait vraiment bien. Entre le jeu Flash et surtout Spyro's Adventure, le premier jeu, Skylander ça devient une franchise et un univers tellement rentable que Toys for Bob est chargé de travailler sur un second jeu, Skylander Giants. Pour la première fois, et comme ça va devenir l'habitude pour chaque nouveau jeu Skylander, Giants ça introduit une nouvelle mécanique. Bon, tu l'as sûrement compris avec le nom du jeu, bingo, le deuxième jeu rajoute des géants. Les Giants, c'est des grosses figurines qui coûtent bien évidemment plus cher, mais qui sont aussi beaucoup plus fortes dans le jeu. Le jeu il rajoute aussi un mini-jeu de cartes, donc pour un futur addict à Hearthstone comme moi, c'est le paradis, et pour le coup le mini-jeu était vraiment bien fait. Giants, ça se vend bien, voire même mieux que son prédécesseur, et il confirme le fait que Skylander c'est en train de s'imposer comme une franchise phare d'Activision, et même comme une franchise phare du jeu vidéo en général. Comme ça se vend bien, Activision fait produire un troisième jeu qui rajoute lui des figurines que tu pouvais interchanger entre elles. Le jeu se vend très bien, donc un quatrième est produit, il rajoute des sortes de totems pour jouer les méchants du jeu. Le jeu se vend vraiment bien, donc un cinquième jeu est produit, et là, c'est le début des problèmes. Skylander à la base, c'est juste des jeux originaux parce que t'as les figurines, et c'est un gameplay qui consiste globalement à faire monter en niveau tes personnages et à réussir avec eux différents niveaux avec des énigmes, des ennemis et à la fin des boss. En plus de tout ça, Skylander c'était sur plein de consoles genre la PS3, la PS4, les différentes Xbox, mais à la base Skylander c'est sur Wii. Même si en vrai, au fil des années, la Wii ça devient une console de plus en plus vieille, ça reste la console sur laquelle la majorité des fans de Skylanders, dont moi, avaient découvert la saga. Donc entre le gameplay action-aventure de base et le fait que la Wii ça soit une console très importante pour la licence, quand Skylander Superchargers arrive en 2015, que le jeu comporte un mode à la Mario Kart, qui soit la nouvelle mécanique de cet opus, et que seul ce mode soit disponible sur la Wii, tu t'imagines bien l'ampleur du désastre. Pour te donner un exemple, j'ai eu ce jeu à la sortie sur ma Wii à 9 ans, et je viens seulement de découvrir qu'il y avait aussi un mode histoire sur toutes les versions du jeu à part la mienne. Du coup, comme j'étais pas le seul sur Wii et que même sur les autres versions le mode histoire était beaucoup moins important que le mode course, Skylander Superchargers a entamé la chute tragique et inévitable de la franchise, mais aussi du genre entier auquel elle appartenait. Je t'en avais pas parlé jusqu'à là, mais comme toute idée qui se révèle être une idée très bonne, l'idée derrière Skylander elle va être copiée et pas par n'importe qui. Le premier à tenter le coup des jeux à la Skylander, ça va être Disney avec des jeux que vous connaissez sûrement, les Disney Infinity. Disney Infinity c'est une idée exceptionnelle vu que Disney possède 80% de tous les personnages que tu connais. Du coup la promesse de ces jeux c'est que plutôt que de jouer avec un énième Skylanders que tu connais pas, bah là tu peux jouer Iron Man, Mickey ou encore Jack Sparrow. Les jeux ils se vendent plutôt bien, mais ils atteindront jamais l'aura qu'a atteint Skylander avec son univers. 2 ans après Disney, la même année que le fameux Superchargers, le Skylander Mario Kart, qui de mieux que Lego pour lancer son propre jeu vidéo dans le style de Skylander. Je suis encore de l'avis aujourd'hui que l'idée de Lego de produire leur Skylander Beats était une des meilleures idées de leur histoire tout entière. Ça fait des décennies que le monde entier connaît Lego comme des briques, plein de briques de toutes les couleurs avec lesquelles tu peux tout, mais genre vraiment tout construire. En sachant ça, comment tu réagis en 2015 si on te dit que tout ce que tu construis, bah maintenant, t'auras juste à le placer sur un portail et que tu pourras jouer avec dans ta télé. Dans la réalité des choses, tu ne pouvais pas vraiment pour des raisons logiques tout construire et avoir l'équivalent dans le jeu, mais contrairement à ses concurrents, donc Skylander et Disney Infinity, dans Lego Dimension, tu pouvais customiser l'entièreté des personnages et tes véhicules à un point assez fou en les construisant toi-même et en choisissant même avec quelle brique tu les ferais. En parlant de ses concurrents, l'année de sa sortie, Lego Dimension c'est des meilleures ventes que Disney Infinity 3 et même que Skylander Superchargers, du coup c'est un gros succès. Le jeu c'est un gros succès, mais entre lui,
le nouveau Disney Infinity et le nouveau Skylanders qui sortent chaque année, le marché des jeux comme ça, il commence à s'épuiser et les ventes baissent petit à petit. Ainsi, le genre lancé par le premier Skylanders 5 ans plus tôt, après avoir atteint des hauteurs inimaginables, commence sa chute rapide et douloureuse vers les sombres tréfonds de l'oubli. Après Superchargers, Activision décide donc de tenter une dernière fois de relancer la machine avec Skylanders Imaginators. Ce jeu, j'y ai jamais joué et de ce que j'ai lu, j'ai pas raté grand chose. Imaginators, à la base, c'est une idée sympa, donc créer son propre Skylander parmi des milliards de combinaisons possibles, avec plein d'objets comme différentes parties du corps ou des accessoires. Le problème, c'est que Imaginators, c'est surtout un jeu avec des lootbox, un jeu avec beaucoup moins de contenu que ses prédécesseurs, un jeu bâclé en général, que ce soit au niveau de la musique ou des assets du jeu, mais aussi un jeu que la communauté en général n'aime pas trop, voire déteste. Imaginators, c'est l'étendard d'un genre qui s'essouffle, qui peine à se renouveler et qui commence à épuiser les joueurs. Tu t'en doutes, mais bien entendu, Imaginators se vend encore moins bien que Superchargers et il marque la fin des jeux Skylanders sur console. C'est ainsi que se termine l'histoire qui aura commencé en 1977 dans l'état ensoleillé de la Californie, qui aura vu des entreprises aujourd'hui considérées comme primordiales naître, d'autres mourir, une histoire passionnante qui se finit tristement 39 ans après avoir débuté. Au final, Skylanders, c'est des jeux qui m'ont marqué, des jeux qui ont façonné mon enfance, c'est des jeux dont je me souviens encore et c'est pour cette raison que je voulais vous partager cette histoire. Merci de m'avoir écouté, c'était Slotty. Bon, cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la sortir, et à la base, je devais la sortir sur ma chaîne principale. Mais au final, j'ai choisi de la poster sur cette chaîne, qui sera la chaîne secondaire, et d'aborder d'autres types de sujets sur la principale. Du coup, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis sur des trucs bien ou à améliorer, mais surtout allez voir ma vidéo où je présente Uber et ses problèmes sur la chaîne principale.